Les amis, bonjour, on se retrouve encore une fois. Ce sera l'avant-dernière prise sur le sujet des maisons containers. Il y aura une dernière vidéo, mais après je m'arrêterai là. Il y a plusieurs choses qui se sont passées depuis ma dernière vidéo sur les maisons containers. La première étant une chose relativement simple, c'est que je suis allé sur un chantier d'une maison container de manière à me rendre compte par moi-même de ce qu'il en était très exactement. Donc autant vous dire que ma courbe d'intérêt, contre toute attente, elle est plutôt bonne. Donc il ne faut pas être totalement sectaire dans les systèmes constructifs, marginaux, atypiques, nouveaux, ou en tout cas nouveaux pour nous en Europe. Il ne s'agit pas de tout réfuter en masse, il s'agit d'avoir une vision pragmatique. Et là-dessus, je voulais simplement faire un point avec vous, puisque j'ai eu pas mal de messages. Alors la plupart des messages sont quand même bons, mais j'ai eu aussi des messages où on a le sentiment qu'on brusque les gens. Donc moi je ne suis pas là pour brusquer. En fait je ne travaille pas pour Lafarge, hein, donc je n'ai pas investi dans des actions sur le béton, sur les granulats, sur la brique, sur le bois. Euh, J'accepte tous les systèmes constructifs tels qu'ils se présentent à partir du moment où ils ne viennent pas rentrer de plein fouet dans les éléments de base fondamentaux qui constituent le fait qu'on parle d'une maison. Hein, on ne parle pas de ce micro là qui vaut 80 euros, ou peut-être même pas, ou de mon iPad. On parle d'une maison, on parle d'une vie tout entière. On parle d'un investissement qui va aller de 80 à 90 000 à 150 000 euros, et on parle surtout de quelque chose qui est censé tenir plusieurs décennies. Donc ne prenez pas mal sur mes premières vidéos quand je vous dis que il y a des choses qui me choquent. C'est mon métier d'aller chercher les erreurs. Hein, donc je vous rappelle que je suis expert en bâtiment, donc quand je vois un ouvrage, immédiatement, moi je vais songer à quels sont les éléments qui sont potentiellement en cause dans un éventuel sinistre, désordre, malfaçon. Bon, c'est vrai que je fais pas de l'ADO, hein, c'est pas mon domaine parce que je j'aime pas d'abord aller taper sur mes confrères, mais dites-vous bien une chose, c'est que non seulement c'est mon métier, je suis expert en bâtiment, et en plus, je suis resté 30 ans sur les chantiers quand même. Je veux dire, donc, on va dire que mon avis, il sort pas d'une boîte de cacao, voilà, ou de Nutella, ou de Choco Pops. Voilà. Donc, ne prenez pas ce que je dis pour vous. Si vous avez un projet, allez-y jusqu'au bout. Moi, je suis là pour vous donner les points de vue, les angles de vue sur lesquels il va falloir jeter un regard particulier, singulier, éventuellement s'entourer d'un maximum de précautions. Parce qu'encore une fois, comme je le dis, on n'est pas sur un achat coup de cœur, parce que j'avais envie d'une piscine gonflable à mettre dans le jardin. Je vous donne un exemple tout simple. Hein. Bon, là, je ne me suis pas planté pour l'iPad parce que je fais toutes mes reconnaissances en sinistre avec, donc c'est un outil que j'utilise quasiment tous les jours. Mais ce micro-là que vous voyez ici, j'en ai changé 10. Avant de trouver le bon. Pourquoi ? Parce que j'aurais aimé que quelqu'un, alors on s'en fout, hein, on parle d'un micro, c'est pas une maison, mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait dit Serge, fais attention, quand tu vas acheter un micro, il y a ça, il y a ça, il y a ça et il y a ça, au lieu d'en acheter 10, j'en aurais peut-être acheté que 2. Hein, au lieu de trouver le bon en 10 fois, j'aurais trouvé le bon en 2 fois. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup ma courbe d'intérêt, eh bien, on va dire elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne parce que je me suis rendu sur le chantier d'une maison container et j'ai pu constater par moi-même, il n'y a rien de tel que de visiter un chantier pour voir ce qu'il en est exactement, bon, d'une certaine forme de solidité de l'ouvrage en ce qui concerne les maisons containers. Par contre, mes premiers propos dans mes premières vidéos, ben, en fait, ils étaient tout à fait fondés. C'est-à-dire que, au niveau de la solidité de l'ouvrage, on a quelque chose qui est très intéressant sur un container, c'est qu'on a la base, le plancher bas, en fait, qui est extraordinairement solide. Donc, c'est un complexe de solivage en acier UP, UPE, UPN,
d'une sacrée section, hein, c'est 5 mm d'acier, et les anthrax, ils sont hyper courts, quoi, on doit être à 30 ou 35 d'anthrax. Donc, et tout ça basé sur un équivalent, on va dire, IPN en longeron, carrément sous le container. Donc ça, autant dire que c'est proprement indestructible. Mais, il n'y a rien au-dessus. C'est-à-dire que c'est hyper fort dessous, et c'est hyper faible dessus. Je m'explique. Imaginez un joueur professionnel de tennis. On remarque que souvent, ils ont un bras plus costaud que l'autre. Donc le bras avec lequel ils jouent au tennis est souvent plus costaud que le bras avec lequel ils jouent pas. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un container, en fait, il est hyper solide en bas, donc au niveau de son plancher, et il est hyper fragile en haut. Et c'est ce que je pensais dans mes premières vidéos, c'est ce que j'expliquais sur le fait qu'il n'y a aucune gestion, quelle qu'elle soit, de la flèche, de la descente de charge et de la flèche, en dehors des 4 points d'appui. Voilà. On reviendra un peu plus tard, parce que ça peut avoir du bon, mais ça peut avoir du très très mauvais. Donc, en définitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous empilez 2 containers l'un sur l'autre, il n'y a aucun problème au niveau du plancher du premier étage. Aucun souci. Si ce n'est qu'il faudra découper la trémie d'escalier avec du plasma, avec un plasma, parce que vous pourrez pas. Enfin, j'ai essayé de me projeter avec même une grosse meuleuse, donc c'est pas la peine. Donc au plasma. Et croyez-moi, tout le monde sait pas utiliser ça. C'est plutôt accidentogène comme type d'outillage. Bon, il faut être bon. Donc découper une petite trémie d'escalier qui va faire aller 1,20 m de long, 1,50 m de long, peut-être pour éviter le coup de tête, et puis 80 ou 1 mètre de large. Déjà, rien qu'en soi, rien que ça, vous allez vous amuser. Le plancher. Le plancher en lui-même, je ne parle pas de la structure de plancher, je parle du revêtement du plancher. Donc le plancher en lui-même, il est costaud aussi, mais en même temps, j'ai vu un container, ce qu'on appelle premier voyage. Donc il était propre, il était costaud, et je vous montrerai peut-être là ou là, une photo en détail de la structure du plancher. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a toujours un mais, hein, vous allez voir, ça va être amusant. On va rigoler, les gars. Prenez du Pepsi, prenez du popcorn. On va s'amuser, on va faire la fête. T'as vu les effets spéciaux? Ils sont beaux, hein. Bon. Donc la deuxième chose, donc alors pour revenir sur ce plancher, et là je reviens sur la vidéo de American V America 5. Je mettrai la vidéo qui est pas mal, hein, je mettrai la vidéo en lien dans la description, qui nous dit qu'on peut laisser le plancher tel que. Bon ben non en fait, oui et non, c'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire que si on part du principe que moi je vais vivre dans ce conteneur, à la rigueur, moi je suis un gars du terrain, je suis un petit bonhomme du bâtiment, bon ça me dérange pas trop. Mais si on parle d'une maison où on va recevoir des gens, on va avoir des enfants qui vont jouer, on va avoir de la vie, non parce que en fait le jointoiement de chacun des éléments, c'est du contreplaqué, hein. C'est un gros contreplaqué. C'est une espèce de 3 plis, pour ceux qui connaissent, très rigide. Les jointures et le poinçonnement est pas beau. Donc laisser ça brut dans une maison. Alors si c'est pour quelqu'un qui veut une ambiance atelier, un mix entre l'endroit où il vit et l'endroit où il travaille, aucun problème. Si c'est pour une maison au sens propre du terme, non, c'est pas possible. Je vous mettrai les vidéos ou les photos dans un angle ici ou là. Alors mon deuxième propos tient aux pièces d'acier qui constituent la maison container, notamment je pense au bardage, je ne sais pas comment appeler ça, les parois, on va dire, les parois, parce que en fait c'est la seule chose qui vous sépare finalement de l'extérieur. Donc 2,5 mm d'épaisseur, ondulé, effectivement ça reste solide, je ne sais pas si on peut dire solide. Par contre, ce que je craignais et que j'expliquais dans ma première ou ma seconde vidéo, ou je ne sais plus laquelle, c'est l'effet de flambement. Donc, vous appuyez dessus, hein, donc on voit que le support flambe.
Moi, je sais plus, hein, je l'avais calculé une fois, mais je sais pas combien j'ai de décanewtons, de newton, pas de décanewtons, je m'appelle pas Macron, au niveau de la pression que j'exerce avec ma main. Mais bon, c'est pas bon. Alors, c'est pas bon pourquoi? Tout simplement parce que on en vient à la problématique de la pose des fenêtres et des menuiseries. Et les fenêtres et les menuiseries, les petits gars, oubliez que c'est juste pour faire entrer de la lumière. On est tous d'accord qu'une menuiserie, c'est fait pour rentrer dans sa maison et pour faire entrer de la lumière. Ça, on le sait tous, il n'y a pas de secret. Mais une menuiserie, elle doit être ancrée sur quelque chose. Donc, pour une maison bois, il n'y a pas de souci parce qu'une maison bois, eh bien, c'est un fond de clouage à lui tout seul. Je veux dire, on peut se fixer n'importe comment, n'importe où sur une ossature bois. La plupart du temps, on a des ossatures en douglas qui font 145, 200, 220 et qui font 4 mm et demi d'épaisseur. Et la plupart du temps, en ossature bois, on double les montants lorsqu'il y a une menuiserie. Donc c'est bon, je veux dire, ça ne bougera jamais. Dans une maison de maçon, eh bien, on vient s'ancrer sur les tableaux de menuiserie. Les tableaux de menuiserie dans une maison de maçon, il faut savoir qu'ils sont jambés. C'est-à-dire que là où votre menuiserie vient s'ancrer, que ce soit en tunnel ou que ce soit en applique, si c'est en applique, il y a des équerres, si c'est en tunnel, vous percez vos menuiseries, il faut savoir que là, il y a du béton dedans. C'est pas juste des agglos creux. Hein, donc on appelle ça jamber une menuiserie. Donc, et le linteau, c'est pareil. Le linteau, il est en béton en règle générale. Donc là, il n'y a pas de problème. Le voile de contreventement, il est assuré et on n'a pas de point de singularité, de faiblesse au droit des ouvertures et des tableaux de menuiserie. On appelle ça la fermeture du bâtiment. Bon. Ben, dans une maison container, c'est ce que j'expliquais dans ma première ou ma deuxième vidéo, ce sujet-là, il est absolument pas traité nulle part. Je veux dire, tout ce que j'ai vu, que ce soit dans les livres que j'ai lu, que j'ai acheté, que ce soit dans les vidéos sur YouTube que j'ai regardé, ou que ce soit en présentiel sur un chantier en ayant le nez sur les tableaux. D'ailleurs, pareil, je vais vous mettre quelque part par là ou par là la photo ou la vidéo. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas parce que, encore une fois, on a un double phénomène qui vient se poser. C'est premier phénomène qui est le manque de fond de clouage, donc c'est-à-dire comment on fixe sa menuiserie. Donc tout le monde utilise des tasseaux ou des chevrons d'une certaine épaisseur, mais qui eux-mêmes sont fixés sur quoi en définitive. Et d'autre part, on va avoir un gros problème singulier à mon avis au niveau de l'infiltration d'eau, et vous allez comprendre pourquoi, parce que je reviendrai dessus. Donc, deux problèmes en ce qui concerne les menuiseries, qui, à mon avis, à mon sens, ne sont pas traités. Alors, encore une fois, on en parle dans les livres, on en parle sur YouTube, on voit des vidéos des Américains qui font ça, mais les gens qui écrivent des livres, les gens qui font des vidéos sur YouTube et les Américains ne sont pas soumis à la dommage ouvrage ou à la garantie décennale. Donc ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Je veux dire, moi si demain je te dis, écoute, j'ai un super projet, j'ai envie de fabriquer une maison en chamallow, chamallow. Bon, ah ouais, putain Serge, viens, on fabrique une maison en chamallow. Ça regarde que moi. Bon. Donc je pourrais bien te raconter ce que je veux, mais on sait tous pertinemment que ça va pas, que c'est pas possible, quoi. Mais je ne prends aucun engagement juridique. Moi, je vous dis pas, les petits gars, donnez-moi 50 000 €, je vous fabrique votre maison en chamallow, d'accord? Donc les gens qui évoquent le sujet des maisons containers, la plupart du temps, hein, dans 90% des cas, c'est assez sérieux, mais on oublie quand même une fois qu'on n'est juridiquement pas responsable. Quand on en parle, quand on dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok, ça engage que toi. Donc moi, je pars du principe que, en tant qu'expert, je peux pas me permettre de vous dire ça. Je suis bien obligé de vous dire quels sont les défauts, les problématiques que je rencontre sur une maison container. Sinon, ça serait pas sain, l'approche serait pas bonne. Donc ça, c'était effectivement au niveau des cadres de menuiserie. Donc, encore une fois, mes premiers sentiments, on va dire, mes premiers a priori, au sens propre du terme, sur ma première et ma seconde vidéo, se retrouvent totalement formalisés, factualisés par ce que j'ai vu in situ sur les chantiers. Donc, je résume, hein, défaut de contreventement, défaut de clouage, on va dire, de la menuiserie elle-même, défaut d'étanchéité à venir, si c'est mal fait. Si c'est bien fait, il n'y aura pas de problème. Si c'est mal fait, ce sera un défaut d'étanchéité à venir. Et dernier problème, et qui à mon sens est le plus gros,
c'est qu'en fait on coupe le voile de contreventement du conteneur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous tapez voile de contreventement sur internet, sur YouTube, sur Google. Donc on va le voir sur la vidéo que je vais mettre quelque part, là, ici ou ici. Mais là on débite 4 mètres de paroi. Donc de parois façadées en bardage acier, et on met une menuiserie à la place. Donc là on vient sur un troisième problème inhérent à la menuiserie. Donc c'est que là maintenant c'est le mur qui n'est plus contreventé. C'est pas seulement la menuiserie. La menuiserie, de toute manière, elle est mal, elle sera toujours mal fixée, sauf dans quelques secondes, je vais arriver sur une solution que je préconise. Mais sinon, le mur en lui-même, eh ben, je suis désolé, moi je fais pas loin de 106 kilos. Si c'est un soir, on rigole, on est là. Si je pose mon épaule, on va dire, un peu lourdement sur la paroi, ça fait ouh, voilà. Alors, bon, déjà, vous n'êtes pas obligé de m'inviter chez vous pour boire un coup, ça c'est sûr, si vous avez une maison container, mais moi je pense pas à ça. Je vous rappelle que mon métier, c'est de trouver, même quand on ne les voit pas du premier abord, les potentiels problèmes qui peuvent résulter des sinistres. Et dans les sinistres, je le répète, c'est mon métier, ben, il y a la tempête. Alors, l'année dernière encore, j'étais sur un dossier où j'ai vu littéralement des menuiseries s'en aller, partir, c'est-à-dire que la menuiserie était soufflée par le vent. Donc, je peux dire que là, il y a un vrai problème. Si on a un défaut de clouage, un défaut de contreventement, et en plus une forte surface d'opposition, c'est-à-dire 4 mètres, la baie vitrée 4 mètres par 2 mètres 15, si jamais ça arrive, moi c'est arrivé à Roc Baron, non c'était pas Roc Baron, bon peu importe, on s'en fout, et ben votre menuiserie elle s'envole, et votre tôle elle va être pliée. Voilà. Donc, encore une fois, petit problème là-dessus, mais on verra qu'on peut trouver des solutions. Et moi, je pense notamment, alors vu qu'on est tout en acier, pourquoi pas mettre simplement 2 jambes, ce que je disais dans ma première vidéo. Donc 2 raidisseurs, mais des raidisseurs costauds avec un acier de 5 mm d'épais, qui viennent reprendre la solive du bas et qui viennent reprendre la solive du haut. Donc comprenez bien, hein, qui viennent reprendre, qui viennent se greffer, pas juste des tasseaux en bois posés sur les parois vissés. Ça sert à rien. Là, ce que vous faites, ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle un fond de clouage. Ça, c'est pas structurel. Donc moi, je parle bien de 2 raidisseurs en acier, d'une section que vous pouvez dimensionner en allant chez Proliance. Hein, Proliance, je sais pas qui fait ça, ouais, Proliance, anciennement Descours. Hein. Donc vous demandez les sections d'acier. Et puis vous venez et vous les boulonnez. Vu que tout le monde adore souder en ce moment, ben vous avez qu'à les souder, mais je rappelle que la soudure n'est plus autorisée sur les éléments structurels d'un bâtiment, maintenant c'est le boulonnage, mais de sorte qu'ils reprennent, alors en charpente on appelle ça un engueulement, d'accord, je ne sais pas si on le voit là, un engueulement, hop, de fait qu'ils reprennent la solive du bas dont on sait qu'elle est hyper costaude, et la solive du haut, dont on sait qu'elle n'est pas super costaude, mais au contraire, ça va la raidir. Donc ça va, entre guillemets, supprimer un peu le problème de fléchissement des poutres en linteau du haut. Donc 3e ou 4e paragraphe, je ne sais plus. Donc on a dit que le plancher du bas était super costaud, donc ça c'est une chose. Par contre, le plancher du haut, il ne faut pas marcher dessus. Alors là, mon cher JP m'a demandé de ne pas marcher dessus. Moi, j'aurais essayé quand même, parce que moi je suis monté sur les 3/4 de toutes les toitures du quart sud de la France et même un peu au-dessus. Bon, je suis jamais passé au travers, même avec mon poids. Donc j'ose espérer que ça peut supporter 100 kilos. Parce que si ça ne supporte pas 100 kilos, on a un vrai problème. On a un vrai problème au sens où, c'est ce que je disais précédemment, c'est que c'est pas fait en fait pour faire une maison, quoi. Donc là, on va être obligé d'y apporter une charpente. Et on va être obligé d'y apporter une charpente dont la particularité sera de ne pas appuyer ailleurs que sur les 4 angles du container. Alors pour un container de 6 mètres, pas de problème, franchir 6 mètres en bois entre 2 points d'appui, on sait le faire. Pour un container de 12 mètres, ça commence à être amusant. Donc là, je ne vous dis pas les pannes qu'il faut, quoi. On est bien d'accord, je parle, attention, d'une
panne qui va reprendre son franchissement sur 2 points d'appui. C'est-à-dire qu'au milieu, il est hors de question qu'elle vienne fléchir et appuyer sur le longeron qui fait la ceinture du conteneur. Parce que si c'est pas le cas, le jour où vous avez un peu de neige, d'accord ? Parce que comme je disais, moi je fais 100 kg, je suis censé pouvoir marcher dessus. Si je peux pas marcher dessus, on a un problème singulier. Mais la neige, on est largement au-dessus de 100 kg quand ça commence à s'entasser au mètre carré. Hein, on peut monter. Alors, donc, le quart sud de la France, oui, d'accord, la moitié sud de la France, oui, d'accord, mais à mon avis, à partir de Lyon, il faut arrêter, hein, parce que le jour où il y a un fort enneigement, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive en 2-3 jours, et en 2-3 jours, vous avez 500, 600, 700 kilos du mètre carré sur votre toiture. Voilà. Donc, je vous fais pas de dessin, là, hein, c'est que ça va plier, tout simplement. Les conterres maritimes sont pas faits pour supporter la neige, hein. C'est très rare qu'on ait des gros épisodes de neige en mer. D'ailleurs, est-ce qu'il neige en mer ? C'est une question con, mais est-ce qu'il neige en mer ? Pas bête, ça. Hein. Donc alors, je vous montrerai une photo là, ici ou là, d'un de mes dossiers pour que vous compreniez que moi, mon métier, c'est de déterminer des problématiques, alors même qu'on ne les voit pas. Et dans des conditions qui ne sont pas toujours très folichonnes. Donc, dernière chose, et qui me semble encore problématique, c'est comment est-ce qu'on réalise une bonne étanchéité de toiture sur ce système constructif-là. Donc, ça reste encore, pour moi, assez anecdotique. Donc, on le verra très prochainement, puisque je vais suivre ce chantier, donc j'irai voir lorsqu'il y aura l'étanchéité. Et enfin, et surtout, comment on réalise le bardage, c'est-à-dire que, encore une fois, comme on n'a pas de fond de clouage, je le répète, encore une fois, comme on n'a pas de fond de clouage, je le répète, on n'est pas sur une maison ossature bois, donc réaliser un bardage, ça va demander de venir souder plein de petites pièces d'acier de partout, des patelettes de fixation. Et maintenant, lorsqu'on va fixer ces patelettes de fixation, à chaque point de fixation d'une des patelettes, donc il va y en avoir des centaines, hein, littéralement des centaines, je ne sais pas combien, sur une maison de 100 mètres carrés, on peut même aller jusqu'à 500 ou 600 patelettes de fixation, eh bien à chaque fois on va détériorer l'acier. Donc le pseudo corten qui est pas censé rouiller, enfin, j'ai pas trop compris cette histoire, pour moi l'acier ça rouille, hein, même le corten, je veux dire, bon. À tous ces points-là, il va y avoir des points de condensation qui vont se créer, donc de la rouille. C'est clair. Hein. Ça, il faut qu'on soit d'accord. C'est pas sujet à discussion, quoi. Je veux dire, à partir du moment où vous soudez de l'acier, alors à moins que la baguette d'apport, elle soit en du corten. Bon, je vous avoue que j'ai rien compris à cette histoire du corten. Hein. Pour moi, l'acier, ça s'oxyde. Point barre. L'oxydation, c'est la rouille. La rouille, ça finit par la désagrégation totale de la matière. Bon. Donc le container quand il arrive, qu'il soit corten, bon, je veux bien, mais quand vous aurez mis 500 ou 600 points de soudure dessus, il restera plus rien du tout de corten sur votre container. Je veux dire, c'est la logique, quoi. Et comme vous allez isoler, en isolant, quoi qu'il arrive, vous allez créer du point de rosée. Quoi qu'il arrive, ça c'est. Encore une fois, je vous dis donc, l'acier rouille, c'est inéluctable, c'est pas un sujet, il faut même pas en parler de ça. Corten ou pas corten. Et le bac acier condense. Ça c'est pareil. Il faut pas. Je veux dire, c'est pas des sujets sur lesquels il faut qu'on discute. C'est des sujets sur lesquels il faut qu'on trouve des solutions. Donc, postulat de base, il va y avoir des points de rouille de partout. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on le gère ? Est-ce qu'on va ventiler ? Est-ce qu'on va... je sais pas, enfin... moi, ce qui me fait peur, je me mets à votre place, si vous décidez d'aller sur un dossier comme ça, c'est d'aller mettre 100 000 balles, ou 50, 100, 80, 90 000, 150 000 balles, et d'avoir un truc qui, au bout de quelques années, même avant, va rouiller de tous les côtés. Mais vous le verrez pas, parce que la maison sera bardée. Alors si pour un peu vous achetez un bardage un peu cossu là du Red Cedar à 250 balles le mètre carré, vous n'allez pas vous amuser à enlever les lames pour aller vérifier si votre
Vous enlevez le bardage, vous enlevez l'isolant, le pare-façade, le delta-vent, juste pour aller vérifier si ça n'a pas oxydé. Bon, voilà, j'ai une solution. J'ai une solution qui n'est pas la meilleure, mais qui reste une solution. C'est de recréer, alors dans un acier mais vraiment costaud, un U en bas de réception, un U en haut de réception, comme des mâchoires, hein, et de venir soliver entre. Voilà, bon, avec un solivage qui va flamber quoi qu'il arrive. Alors de mettre des étrésillons entre pour éviter que ça flambe. Bon, pour ceux qui ont fait de l'ossature bois, ça dépend des régions. On peut parler d'étrésillons, on peut parler d'entretoises, on peut parler d'encluseaux. Vous appelez ça comme vous voulez, mais de manière à ce que les montants ne flambent pas, ne tuilent pas en fait. Voilà. Mais ça présenterait l'avantage de ne pas être obligé de faire des points de soudure sur tous les containers. Bon, c'est un avis, encore une fois, je vous dis, moi je ne donne qu'un avis technique. Voilà. Alors, il y a plein de bons côtés. C'est pragmatique. Donc moi, le pragmatisme, j'adore. Je suis pas de l'école architecturale qui veut de la génoise de partout, des encorbellements, des arrêts de biais, des atriums, des machins. Ça ne m'intéresse pas. Donc dans ce sens, effectivement, moi le container me plaît, quoi. Me plaît parce que c'est un rectangle. Donc moi, effectivement, à partir du moment où c'est simple, ça me convient parfaitement. Bon, deuxième avantage, effectivement, c'est que le container, il se suffit à lui-même. Donc il arrive, vous le posez, vous allez bricoler dedans, vous n'avez pas fini, vous sortez, vous allez dormir, vous revenez le lendemain. Bon, ça, pas de problème. C'est le deuxième gros avantage. C'est-à-dire qu'une fois que le container il est livré, il se suffit à lui-même. Hein. Voilà. Donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Mais c'est à peu près tout. Donc, ma courbe d'intérêt, elle est remontée. Est-ce que je construirai une maison container? Non, clairement. Est-ce que je construirai quelque chose en container? Oui, clairement. J'ai vachement aimé le principe. Donc là, je galère comme un fou à essayer de me faire un setup parce qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos, mais des vidéos techniques qui rasantes, vous allez vous faire chier, c'est même pas la peine de venir. Abonnez-vous. Donc, mais des vidéos techniques sur l'ossature bois, sur la charpente, sur les structures, sur les sinistres, enfin, il y aura plein de choses. Donc là, oui, pourquoi pas. Faire venir un container pour faire mon petit studio dedans, donc peut-être un iCube, un 12 mètres, et puis justement, travailler sur des solutions techniques. Ouais, ça peut se faire. Faire une maison container, non, niette, parce que je ne saurais pas si elle sera un jour revendable. Alors, je le rappelle, moi je suis contre la propriété terrienne, donc je n'ai pas de bien et je ne veux pas de bien. Voilà. Les choses sont claires, je n'ai pas de bien immobilier et je ne veux pas de bien immobilier. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que je puisse travailler quand même. Donc ça ne me dérangerait pas d'avoir un container posé sur un terrain en location quelconque et puis d'aller m'amuser à gratter dedans. Non, ça me dérangerait absolument pas. Mais si j'étais, comme la plupart du monde, quelqu'un qui souhaite transmettre un héritage, je me poserais la question quand même de la validité financière de mon projet à terme. Donc si on est à peu près tous d'accord qu'une maison container de 100 mètres carrés, ça va aller chercher dans les 150 000 euros, je ferai d'ailleurs sur le site, les amis, un vrai DQE, en fait, même plus qu'un DQE, parce qu'on sera plus du tout sur le quantitatif estimatif, on sera sur des chiffres réels. Donc il faut arrêter les 600, 700, 800 balles du mètre carré, c'est pas vrai. Ça va vous coûter 1200, 1300 balles du mètre carré au minimum. Donc, au minimum, non, 1000 balles, au minimum 1000 balles. Donc 100 mètres carrés, 100 000 balles. 100 000 balles, c'est une somme. Donc si c'est une somme pour avoir une maison dont dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 20 ans, vous n'êtes absolument pas certain qu'elle ait encore une valeur, je pense que je vous demande de réfléchir. Je vous rappelle simplement que on a eu le cas par le passé avec l'amiante. Donc, moi, j'en posais quand j'étais gosse, quand j'ai démarré de l'amiante. Il faut... donc, une maison qui a de l'amiante, aujourd'hui, c'est une horreur.
C'est une horreur sur le plan de la revente, sur le plan de l'entretien ou en après-sinistre. Donc imaginez qu'on ait un souci demain avec l'acier, je sais pas, hein, sanitaire, écologique, environnemental, votre maison ne vaut plus rien, les mecs. Votre maison ne vaut plus rien. Voilà. La parenthèse est refermée, maintenant vous faites ce que vous voulez. Les petits gars, avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne parce que ça me fait de la visibilité, c'est important, il y a plein de dossiers qui vont arriver, on va parler de plein de trucs, et puis il y aura la dernière vidéo, la vidéo définitive où je vais parler de chiffres, et puis il y aura la vidéo sur laquelle je vais aborder la maison container sous l'angle de vue réel de mon métier, puisque je vais aller visiter un sinistre en rapport avec une maison container. Donc là, vraiment, on ne pourra pas faire plus factuel. Je me rappelle jamais des noms, donc je suis obligé de les relire. Donc celui de Sébastien Chevriot et Élise Fossou, qui est un sacré gros bouquin, et le livre de Florent Bolland et Capucine Covarel, qui est plus un carnet de route. Donc voilà, pour essayer de voir quelle était l'appréhension de gens qui ont fait des maisons containers. Donc les deux livres sont sympas, hein, je vous invite à les consulter si vous voulez. Par contre, attention, il n'y a rien de technique. Hein. Je veux dire que ce soit dans le premier bouquin ou le deuxième, on est sur des carnets de route. Hein. Le premier est est un peu plus technique, celui de Fossou, il est un peu plus technique, mais il y a beaucoup de dessins en définitive. Bon, il n'y a pas d'exemple concret, ça ne répond pas à des problématiques concrètes. Et le second, c'est un carnet de route, c'est plus comme un blog en fait. J'ai fait ma maison, voilà, c'est plus de la déco, des choses comme ça. Donc les deux bouquins sont intéressants. De toute façon, je veux dire que si vous avez un projet de faire une maison container qui va vous coûter 100 000 balles, vous pouvez mettre ces 30 € pour le premier et 20 € pour le second, parce que ça va vous donner des idées. Mais ça ne va pas vous donner des éléments techniques. Donc tous les éléments dont je parle là, vous ne les trouverez pas dans des bouquins. Et d'ailleurs, ce qui m'embête un peu, c'est que vous ne les retrouverez pas non plus sur des vidéos YouTube. Donc je trouve ça vraiment dommage, quoi. Et puis en marge des livres que j'ai lus, donc je suis allé visiter des chantiers de l'extérieur, je suis allé visiter des chantiers en cours de l'intérieur, et j'ai fait une visite complète d'un chantier déjà bien avancé. J'ai fait le tour, je suis allé voir les détails, et je vais enfin aller visiter un chantier en après-sinistre sur les containers. Et comme je le disais, il n'est pas exclu que je fasse venir un petit container pour faire des tests moi-même, c'est pas exclu. Alors en ce qui concerne la réverbération acoustique, enfin les défauts d'acoustique à l'intérieur de la maison container, malheureusement je n'ai pas pu m'en rendre compte parce que le jour où j'ai visité cette maison, tout était ouvert, il y avait beaucoup de meubles, il y avait beaucoup d'isolants, beaucoup de chutes de bois, enfin beaucoup de choses, et tout était ouvert. Donc je n'ai pas pu me rendre compte de l'acoustique, et puis de toute manière l'acoustique on ne la fera pas au doigt mouillé, il faudra la faire simplement avec un micro, un enregistrement, et voir comment se dégage le container, comment se comporte le container en ce qui concerne le phonique et l'acoustique. En revanche, sur ce qui est des parois, je garde mon idée de base dans le premier et le deuxième et la deuxième vidéo, on peut pas laisser ça comme ça, je veux dire. Enfin, on peut pas laisser ça comme ça. Les ondulations, les ondes des bacs aciers, au niveau du plancher, ça va être un nid à poussière dégueulasse, c'est un pont thermique phénoménal. Les parois, ça fait prison, quoi. Enfin, je veux dire, bon. Alors, il y a des gens qui vont aimer ça, mais encore une fois, vous allez de toute manière être obligé de doubler. C'est obligatoire, vous allez être obligé de doubler quoi qu'il arrive, donc quitte à doubler, doublez tout. Et puis c'est pareil, votre VMC vous la mettez où? Enfin bon, la VMC en elle-même, c'est pas grave, hein. Il faut savoir qu'il y a maintenant il y a des VMC qui font 20 cm d'épaisseur, donc ça peut rentrer dans un plénum. Mais il faut quand même tirer les bouches. Donc WC, salle de bain, cuisine. Donc je veux dire, vous n'allez pas laisser les bouches à part, donc à un moment donné, il va falloir faire des coffrages. Doubler parce que franchement c'est dégueulasse.
Allez, on va finir. Abonnez-vous à ma chaîne, puisque si vous vous abonnez pas à ma chaîne, vous ne serez pas averti de ma 4e et dernière vidéo, justement sur les containers, qui à mon avis, à mon sens, sera la plus importante. Parce qu'il y aura un gros résumé, il y aura beaucoup d'aspects techniques, il y aura encore des vidéos effectivement, et il y aura surtout ma vision réelle et précise et définitive sur le sujet. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt les pilons. Ciao.